Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président. C'est un grand honneur de vous avoir ici aux universités d'été du très haut débit. Ça fait plusieurs fois que j'essayais de vous avoir parmi nous, puisque comme vous le savez, c'est la 4e édition dans ce format-là. Et nous sommes ravis d'accueillir parmi nous le président de l'autorité de régulation de notre secteur. C'est un grand honneur et c'est un honneur de vous avoir là comme ça et de pouvoir partager. Et on sait que dans cet exercice-là, vous êtes toujours très, très transparent et on vous en remercie. Aujourd'hui, l'activité est très très riche et ça va être l'objet évidemment de notre entretien. Il y a évidemment l'imminence des enchères 5G. Il y a tout un tas d'autres sujets que nous allons évoquer. Quelles sont aujourd'hui les préoccupations du collège et de son président ? Bon, d'abord, merci. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureux d'être ici et ces universités d'été contribuent vraiment je dirais, à créer une cohésion dans cette filière. Et je pense que c'est très important d'avoir un aspect, une vision un peu industrielle qui puisse embarquer à la fois les élus locaux, les opérateurs et tous les équipementiers de cette filière importante. Je voudrais évidemment saluer tous les élus locaux ici présents. Je voudrais saluer Joëlle Coteny, qui est membre du collège de l'ARCEP et qui connaît évidemment très bien ce département, dont elle est élue locale. Et je voudrais évidemment remercier Infranum et la VICA de cette invitation. Alors, le collège de l'ARCEP, en cette rentrée, je dirais effectivement un petit peu tumultueuse, veut garder le cap du long terme. Je crois qu'on est dans un secteur qui est traversé par des ambitions et par des transformations qui sont très importantes, et l'actualité aussi, je dirais, qui nous convoque toujours. Bien sûr, il faut répondre au présent, mais ce qui est important pour nous, c'est de garder le cap vraiment du long terme. Et ce cap, vous le connaissez, c'est l'équipement du pays en infrastructure. Alors, sur le fixe, on est bien engagé aujourd'hui dans le déploiement de la fibre, dans le déploiement du très haut débit sur de multiples fronts que vous connaissez, on reviendra dessus. Nous, on est, je dirais, globalement contents de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Je rappelle que le secteur des télécoms, c'est plus 40% d'investissement en 4 ans. Et je ne suis pas en train de parler d'une start-up, généralement quand on dit plus 40%. Voilà. Donc c'est une mobilisation qui est massive. Le régulateur, c'est sa priorité numéro 1, l'investissement. Et donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des décisions qu'on prend, mais elles sont toutes alignées vers cet objectif d'inciter à l'investissement et de récompenser l'investissement des opérateurs. Évidemment, la concurrence est un instrument central dans cette logique, mais il y a plusieurs manières, on va dire, de promouvoir la concurrence. Et nous, on favorise une concurrence entre les gens qui investissent, une concurrence qui récompense et qui incite à l'investissement. Donc on est évidemment heureux de votre mobilisation à tous. Cet écosystème du très haut débit, il est présent. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est bien engagé dans cette logique. Alors notre actu, c'est que notre principal instrument de régulation sur les réseaux fixes, c'est notre régulation qu'on appelle concurrentielle. C'est-à-dire c'est l'analyse de marché qui définit l'ensemble des obligations qui s'imposent à l'opérateur historique. Et donc on a ouvert la révision de ce chantier. C'est un chantier qu'on ouvre tous les 3 ans. Et donc on a une consultation publique qui est en cours dans laquelle on pose des questions assez fondamentales sur l'avenir du réseau fixe. Comment est-ce qu'on se prépare vraiment à ce que la fibre soit l'infrastructure de référence qui va prendre le relais du réseau en cuivre, vraiment le relais. Évidemment, dans cette période intermédiaire, on est toujours attentif à la qualité du réseau cuivre, mais il faut qu'on se prépare vraiment concrètement à cette bascule. Et c'est un aspect important de cette consultation à laquelle je vous invite évidemment à répondre. Sur le mobile, je dirais qu'on est dans une transformation qui n'est pas moins importante que ce qu'on vit sur le fixe, puisque au fond, ce qu'on prépare tous maintenant, c'est vraiment la révolution de l'Internet des objets. C'est-à-dire que le métier d'opérateur télécom est en train de changer en profondeur. Les opérateurs qui ont structuré leur business surtout autour du grand public et qui ont
évidemment, des marchés entreprises importants ont un peu, je caricature, mais décalquent un peu le marché grand public sur le marché entreprise, sur le mobile. Je vais vite dans ce que je dis. Avec la révolution de l'Internet des objets, en fait, la mobilité va rentrer dans l'intimité de tous les processus industriels, de tous les processus économiques. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les fameux verticaux, quand on parle de 5G. Et donc, il y a une vraie plongée du secteur des télécoms à l'intérieur de l'ensemble de l'industrie. Et c'est un défi qui est énorme pour toutes les organisations, non seulement les opérateurs, mais aussi les entreprises qui sont transformées, qui pour certaines, n'y sont pas vraiment prêtes, et donc qui doivent évoluer. Alors pour être concret, voilà, ce qui nous anime, c'est bien évidemment l'enchère, non j'aime pas dire enchère, l'attribution de fréquences 5G, puisque justement nous avons proposé que cette attribution ne soit que pour une partie des enchères, et que pour l'autre partie, on soit dans un processus qui sécurise un marché à 4 grands opérateurs, qui sécurise des engagements importants du secteur pour que ça fonctionne bien, et pour que la 5G bénéficie vraiment aux entreprises. Et puis avec des obligations de couverture qui sont encore en cours de calage, mais dont, pour faire très simple, la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a dit de manière très simple, on veut la 5G pour tout le pays. On veut dès 2025 des obligations de couverture qui soient vraiment importantes, qui soient massives, qui concernent vraiment l'ensemble du territoire, avec des solutions qui pourront parfois être un peu différentes, puisque vous savez que les fréquences ne se propagent pas de la même manière dans tous les territoires, bon, malheureusement, mais d'avoir une ambition vraiment globale sur la 5G qui bénéficie aux entreprises, mais qui bénéficie à l'ensemble de nos concitoyens. Donc voilà vraiment les grands chantiers de la rentrée pour l'ARCEP. Merci. Alors la filière, nous en avons parlé hier avec le ministre Julien Denormandie, la filière est au rendez-vous du plan France Très Haut Débit, puisque les chiffres que vous avez publiés, l'ARCEP, au T2 2019, prouvent que nous serons bien à la fin de l'année à plus de 4 millions de prises construites sur l'exercice 2019. Les chiffres que vous connaissez mieux que quiconque, donc 900 000 euros au T1, plus d'1,1 million au T2, ça fait plus de 2 millions sur le premier semestre. Et quand on regarde l'histoire, on voit que les deuxièmes semestres sont toujours supérieurs au premier en volume, donc on est à peu près certain, de dépasser les 4 millions de prises en 2019, et donc d'atteindre les 80% en 2022, ce qui était l'objectif 80% fibré en 2022, ce qui était l'objectif assigné par le président de la République. Vous aviez, lors de vos vœux cette année 2019, remercié l'ensemble des entreprises, et notamment ceux qui construisent le réseau, ceux qui posent les poteaux, ceux qui soudent les fibres. Et je vous en remercie, et tous, collectivement, nous avions redescendu ce message à nos équipes, et ça fait chaud au cœur à ceux qui travaillent sur le terrain pour construire ces prises, de savoir que le président de l'ARCEP pense à eux. Quelle est, vue de votre fenêtre, vue de la fenêtre du collège de l'ARCEP, pour vous, les pronostics de tenue des 2 fameux objectifs du président de la République, le bon débit pour tous en 2020 et le très haut débit pour tous en 2022, et à terme, la Gigabit Society en 2025, qui est un objectif pour le coup européen? Oui, alors je vais commencer par être assez désagréable sur 2025. Aujourd'hui, on est assez demandeurs, nous, à l'ARCEP, d'avoir une vraie discussion technique, et évidemment qui engagera les politiques pour définir précisément quelles sont les ambitions de la France pour 2025, puisqu'aujourd'hui, ces ambitions ne sont pas claires. Il n'y a pas aujourd'hui de vision cible pour la France en infrastructure en 2025. Alors, on va avancer sur la 5G, dans le cadre des attributions, donc ça, on va éclairer les choses, mais en revanche, sur les infrastructures fixes, aujourd'hui, à moins que ça m'ait échappé, il n'y a pas de plan qui prévoit effectivement la vision en 2025. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais simplement il n'y a pas de vision claire. Et par ailleurs, nous demandons depuis assez longtemps à ce qu'il y ait une bonne articulation entre les infrastructures qui amènent Internet, le téléphone, et les infrastructures qui amènent la télévision,
hein, c'est quelque chose sur lequel on souhaite qu'il y ait une vision qui articule clairement les choses. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas cette vision. On continue à être dans une posture un petit peu de refuser la discussion sur la TNT. Nous, on n'a jamais été dans une posture de dire demain, il faut éteindre la TNT, mais simplement, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut se projeter. Donc je dirais que sur cette vision 2025, aujourd'hui, on est assez insatisfait. On est insatisfait, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, on est, je dirais, on se dit qu'il serait temps vraiment de s'en soucier, c'est jamais que dans 6 ans. Et en tout cas, on est évidemment à la disposition des collectivités, du gouvernement, pour apporter notre expertise. Donc, c'était pour commencer par le verre à moitié vide. Bien sûr, il y a un verre à moitié plein, qui est cette mobilisation exceptionnelle de l'industrie. Il y a une machine à produire de la fibre qui est là, et qui délivre autant que le plan Delta LP de France Télécom, qui a permis l'équipement du pays en téléphone. On y est. Elle est là, cette mobilisation, et elle vous doit évidemment énormément. Et c'est la principale bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que, excusez-moi d'être complètement trivial, c'est que cette infrastructure que vous déployez, eh bien, ça intéresse les gens. Non, parce que ça arrive des fois qu'il puisse y avoir des investissements dans des infrastructures et personne s'en sert, ce qui est évidemment dommage. Et donc, nous, on est assez heureux de voir les abonnements en très haut débit qui commencent à arriver à un niveau significatif. Je me souviens, on avait fait un calcul il y a quelques temps, on s'était dit, si ça continue à ce rythme-là, il faudra 20 ans pour que le réseau bascule. Bon, bah, ce délai est en train progressivement de se réduire et on voit bien qu'on commence à s'inscrire dans un projet qui sera plutôt celui de la décennie que celui du siècle. Et ça, c'est très important parce que les gens prennent des abonnements, ça incite les opérateurs commerciaux à se mettre sur les réseaux, à déployer leur propre réseau en zone privée, et donc ça facilite, ça fluidifie, ça alimente le business model, et donc ça crée une réalité commerciale. Ça peut paraître une évidence, hein, mais il faut le dire quand même. Le réseau câblé, il n'a jamais dépassé 15% de pénétration. Je veux dire, c'est une réalité. Eh bien, c'est un chiffre qu'on dépasse très largement sur la fibre, ça marche. Donc je crois qu'il faut aussi le rappeler. Alors maintenant, sur le respect des échéances, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'ARCEP est le gardien vigilant des engagements qui ont été pris. Il y a eu un débat politique. Il y a eu un débat politique. Il y a eu un choix politique d'engranger des engagements des opérateurs et de s'appuyer sur ces engagements. L'ARCEP a toujours accompagné ce mouvement parce que nous croyons que le public et le privé peuvent se combiner harmonieusement. Donc on a toujours accompagné ce mouvement. Voilà. Maintenant, si un engagement est juridiquement contraignant, nous, notre travail à l'ARCEP, c'est de vérifier que l'engagement est tenu. Voilà. Donc, vous savez qu'on a une action sur ce qu'on appelle la complétude des réseaux, qui est de vérifier que quand une poche en fibre a été commencée, il faut la terminer, parce qu'après, sinon, si on laisse des trous, ça coûtera très très cher d'aller les raccorder à la fin. Donc sur cette action de la complétude, on a des procédures qui sont maintenant bien engagées. On a publié nos décisions en fin de semaine dernière, donc contre les grands opérateurs privés qui déploient en infrastructure. Mais on va continuer, y compris à regarder cet exercice, y compris sur la zone publique, puisque c'est une obligation réglementaire qui s'applique partout. Je dirais que j'ai pas d'alerte forte sur ce sujet de la complétude, mais simplement on veut rappeler qu'il y a des règles du jeu et faire en sorte qu'elles soient effectivement respectées. Maintenant, il y a des engagements qui ont été pris par les opérateurs privés dans les zones AMI. Il y a les zones AMEL. Nous, on accompagne ce mouvement avec d'abord un principe fort qui est celui de l'exigence. On ne veut pas de zone privée au rabais. Parce que on voit bien ce que font les collectivités locales quand elles font un réseau d'initiative publique. Il y a de l'ambition. Et si on laisse l'initiative privée agir, ça peut être intelligent de se dire, mais finalement, pourquoi avoir une action publique si le marché est prêt à le faire ? Ça se tient comme raisonnement. Mais encore faut-il que ça amène la même chose. Et c'est ce à quoi nous sommes très vigilants à l'ARCEP. Nous avons été vigilants dans nos avis sur les AMI, nous sommes très vigilants dans nos avis sur les AMEL, à ce que ce soit la même chose. Voilà. Après, il y a
modulo la question des raccordements sur demande, sur lequel il faut rester quand même pragmatique, notamment dans certaines zones de très faible densité, mais sur le plan du principe, ça doit être le même référentiel. Et on y a été très vigilant, parce que ce soit le même référentiel sur la couverture et aussi sur la partie économique, c'est-à-dire sur les prix de location. Voilà. Maintenant, on va voir ce que vont faire les opérateurs. Les chiffres que nous voyons, encore une fois, montrent une mobilisation forte. Quand nous tirons un trait, hein, nous, vous savez, on est un peu des ingénieurs à l'ARCEP. Pas tous, mais enfin, on a un peu cette culture. Donc on est assez basique. On regarde le rythme auquel les opérateurs déploient, et puis on tire le trait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à un moment, ça intersecte une droite en ordonnée, et puis ça donne un chiffre. Ça vous dit, bon bah, si les opérateurs continuent à ce rythme-là, ils auront construit tant à telle date. Voilà, on fait ça basiquement. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, le point d'arrivée, il est en dessous de ce à quoi se sont engagés les opérateurs. Donc, nous sommes vigilants. Il ne s'agit pas de dire les opérateurs seront en retard. Je ne peux pas dire maintenant que les opérateurs seront en retard en 2020, mais il s'agit de créer les conditions pour qu'ils soient à l'heure. Et ces conditions, ça passe par la vigilance du régulateur. Merci. On rappelait donc que l'autorité a bien un rôle de gendarme et que le bâton reste quelque chose d'important en matière de régulation. La digitalisation des entreprises, donc sujet qui nous préoccupe tous à la fois en tant qu'entrepreneurs, mais également en tant que citoyens. Nous sommes toujours, comme vous le savez, au bas du classement européen, alors que nous sommes aujourd'hui en tête en matière de déploiement. Il y a donc une espèce de contradiction qu'on doit absolument régler. Il y a un modèle qui fonctionne remarquablement bien, et vous venez d'en parler, vous en avez fait la promotion quand vous avez pris votre fonction en 2015, c'est celui des réseaux d'initiative publique. Sur les réseaux d'initiative publique, il est manifeste que la concurrence sur le marché entreprise fonctionne bien, et il est manifeste que la digitalisation des entreprises est supérieure en zone publique qu'en zone privée. Je parle pour les PME, TPE, bien entendu. Et les chiffres de notre observatoire, en partenariat avec la Banque des Territoires et la VICA le montrent, c'est 2 fois plus fort en zone RIP qu'en zone privée. Donc manifestement, on est face à un souci. L'ARCEP, et vous, Sébastien, vous êtes mouillé, si je me permettez cette expression, pour l'arrivée d'un opérateur wholesale neutre, COSC, pour ne pas le nommer. Et comme chacun sait, ça défie aujourd'hui l'actualité quotidienne. COSC a des problèmes capitalistiques, ça ne nous regarde ni l'un ni l'autre. Néanmoins, et l'un et l'autre, je sais que nous tenons à ce modèle d'opérateur neutre afin de bousculer ce duopole que nous avons sur le marché entreprise. Quel est votre sentiment et surtout qu'est-ce que le collège et son président vont-ils faire dans les mois, les semaines, les mois à venir pour s'assurer que ce marché de la digitalisation des PME, TPE décolle enfin? Oui, vous avez raison de rappeler que c'est un sujet très important. Enfin, à titre personnel, l'ouverture à la concurrence de ce marché entreprise fait vraiment partie de mes objectifs prioritaires à l'intérieur de mon mandat. Et je dirais que notre approche jusqu'à présent a été de profiter de cette arrivée de la fibre en se disant que si on n'avait pas réussi jusqu'à présent à ouvrir le marché aussi bien qu'on l'aurait voulu, c'est aussi parce qu'il y a une réalité du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, la concurrence, pas forcément le truc qui le passionne le plus. Lui veut un truc qui marche et avec une performance qui soit derrière. Et que donc, si on voulait ouvrir ce marché et lui permettre de rebattre les cartes, on avait sans doute intérêt à surfer sur l'arrivée d'une nouvelle technologie qui amène quelque chose de nouveau au chef d'entreprise. Et que la bonne manière d'ouvrir ce marché, c'était pas de dire au chef d'entreprise, il faut que vous changiez d'opérateur, mais il faut que vous changiez de technologie. Et qu'à l'occasion de ce changement de technologie, il y avait une ouverture qui pouvait se faire. Donc ça c'est vraiment la philosophie dans laquelle on agit à l'ARCEP, et c'est la philosophie dans laquelle on a accompagné l'arrivée d'acteurs, et je vais y revenir. Je voudrais simplement dézoomer un instant sur cette question du marché entreprise, en lien avec ce que je disais au début.
le secteur des télécoms, en France, il est marqué par un niveau de concurrence élevé, avec des prix assez bas. Vous avez parlé des classements internationaux et européens. La France est le 2e pays en Europe sur les prix, sur l'accessibilité des prix sur le marché du haut débit. Et c'est très bien. Et dans le même temps, vous avez une volonté politique, on se le disait, de l'équipement du pays. Et l'ARCEP est tout à fait en première ligne pour le permettre. À un moment, vous voyez bien que vous avez un possible télescopage entre les deux. Si les opérateurs ont des revenus qui sont insuffisants, comment on finance les infrastructures? Bon, vous voyez, ça m'arrive d'être en empathie avec les opérateurs. Voilà. Et donc, il faut que ça boucle. Je veux dire, la régulation, elle est là pour pousser un marché à aller dans une certaine direction. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une équation économique. Il faut que les acteurs économiques s'y retrouvent. Et donc, dans ce cadre-là, nous considérons à l'ARCEP que le marché entreprise et l'Internet des objets, que j'évoquais au début, est très certainement un relais de croissance utile pour permettre au secteur que ça boucle à la fin. Et c'est pour ça que ce marché entreprise, il est stratégique. Et ce marché entreprise, il est stratégique, donc bien sûr, vous l'avez dit, il est stratégique pour les entreprises et pour la compétitivité de notre pays, je ne l'ai pas dit, bon, bien sûr, mais il est stratégique pour le secteur lui-même, c'est-à-dire que à moyen terme, il faut que tous les grands acteurs de ce secteur se soient engagés dans le marché entreprise. Donc pour nous, c'est que l'ARCEP, on aime tous les opérateurs, on apprécie la multiplicité de tous les opérateurs, mais on veille d'abord à ce que, je dirais, le cœur du marché, c'est-à-dire les 4 grands opérateurs, puissent s'inscrire dans cette logique-là. Et donc, je vais revenir à COSC, mais donc, pour nous, je dirais qu'on se félicite vraiment grandement de voir maintenant les 4 grands opérateurs s'engager dans ce marché entreprise. Et j'insiste, parce que c'est très important et c'est un mouvement récent. Bouygues Télécom est très engagé dans ce marché, ils ont fait un certain nombre d'acquisitions, quand on discute avec eux, on voit bien que ça fait partie d'un élément très important de la stratégie, et Iliad a fait des mouvements, a fait des annonces indiquant son intérêt à rentrer sur ce marché entreprise. Donc, par rapport à vraiment aux grands enjeux qui traversent le secteur des télécoms, il est trop tôt pour faire un bilan sur cette action que nous avons sur le marché entreprise, mais nous voyons qu'il y a des mouvements de plaques qui sont structurels, qui sont forts et qui vont dans le sens de la direction que veut impulser l'ARCEP. Alors maintenant, il n'y a pas que les 4 grands. Et sur ce marché entreprise, nous croyons depuis le début que le foisonnement, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de toucher. On croit qu'il y a des opérateurs de proximité, qu'il y a des opérateurs de services, qu'il y a des opérateurs locaux qui ont vraiment quelque chose à apporter au marché. Vraiment. On y croit, je dirais, fondamentalement. Et c'est vous, les RIP, qui nous l'avez montré, qui nous l'avez pointé du doigt, en ouvrant le jeu à travers ces offres wholesale only de gros, qui ont permis l'apparition et la vie de ces petits acteurs. Donc, il y a les gros, et sur les gros, on est assez positif sur la tectonique des plaques, mais on ne veut surtout pas oublier l'ensemble de cette richesse. On veut l'accompagner, et c'est au cœur de notre stratégie depuis le début. C'est pourquoi ce que nous visons, excusez-moi c'est long, mais il faut rappeler tous ces éléments, c'est pourquoi ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un marché ce qu'on appelle un marché de gros activés. C'est-à-dire qu'il y ait la possibilité pour ces petits acteurs, qui n'ont pas forcément la capacité d'investir dans leurs propres infrastructures, de pouvoir louer des offres, qu'on appelle des offres de gros activés. Et ce que nous voulons, c'est éviter la dépendance au monopole. Donc ce que nous voulons éviter, parce qu'il y aura la solution de facilité pour nous, qui serait d'imposer à Orange de faire une offre de gros activés. Bon. Une offre de gros activés, tout le monde connaît Orange, tout le monde sait que quand Orange est trop méchant, le gendarme se fâche.
Bon, je ne vais pas revenir sur l'actualité sur ce sujet, mais voilà. Et que donc, ça fonctionne, quoi. Quand on impose un truc à Orange, ça se passe, quoi. Excusez-moi, hein, je suis un peu direct, mais voilà. Bon. Et donc, ça peut rassurer un peu tout le monde de se dire, bon, bah, il n'y a qu'à imposer à Orange, comme ça y est, on aura l'offre de gros activée. Bon. On a fait un choix plus ambitieux à l'ARCEP. Nous voulons non seulement l'offre activée, mais nous voulons la concurrence. Parce que nous pensons que c'est la meilleure garantie pour tous les petits opérateurs de pouvoir vraiment être dans une situation de confort, d'être vraiment bien traité et de ne pas devoir nécessairement aller chercher le gendarme dès qu'il y a un problème avec l'opérateur. C'est quand même vachement plus pratique quand vous pouvez dire à votre opérateur, écoutez, si ça continue comme ça, je me tire. C'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir qu'on veut donner aux petits opérateurs, c'est celui-là. C'est le pouvoir de voter avec ses pieds. C'est le pouvoir de pouvoir changer d'opérateur. Et c'est ça qui leur donnera vraiment du contrôle, c'est ça qui leur donnera de l'innovation, et c'est ça qui leur donnera des prix intéressants. Et donc on se bat pour cette concurrence. C'est finalement le même modèle que celui qu'on a mis en œuvre sur les MVNO. Les MVNO, on n'a jamais régulé un opérateur. On n'a jamais dit « Orange, tu dois ouvrir ton marché pour qu'il y ait des MVNO qui rentrent ». On a créé les conditions pour qu'il y ait un marché concurrentiel qui permette d'héberger des MVNO. Et c'est ce même dispositif qu'on veut créer. Alors, quand on dit qu'on veut le créer, c'est pas juste wishful thinking, ah tiens, ce serait bien que. Donc on a effectivement proactivement ouvert un espace économique pour des acteurs comme Cosc, ou d'autres, comme Cosc, pour pouvoir contrôler son infrastructure, en plus d'Orange et SFR, sortir du duopole, et servir ce marché de l'offre de gros activé. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une réelle progression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éligibilité sur l'ensemble du réseau FTTH des offres de gros activés, elle est importante. C'est plus de 80%. Donc la dynamique, elle est là. L'offre de gros, elle est là. On a par ailleurs, pas que Cosc, il y a d'autres acteurs, notamment Bouygues, qui nous a indiqué vouloir être présent sur ce marché de gros. Donc on y est, ça arrive. Maintenant, effectivement, ce secteur, il connaît depuis 20 ans des aléas. Il y a parfois des entrepreneurs qui n'arrivent pas aussi bien qu'escompté. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. Déjà, l'histoire n'est pas écrite, il ne faut pas préjuger de ce qui va se passer. Et puis, l'histoire des télécoms en 20 ans, elle est riche de rebondissements. Les actifs peuvent passer d'une main à l'autre. Et ma foi, si un entrepreneur ne réussit pas comme il aurait voulu, ça ne veut pas dire que son activité disparaît. Donc, quand bien même il arriverait des choses à Cosc lui-même, l'activité n'est pas du tout condamnée. Et nous continuerons, en tant que régulateurs, à préserver cet espace économique qui permet à ce type d'acteur de jouer, quel qu'en soit le propriétaire. Donc, nous croyons à ce marché, nous pensons qu'il y a un espace dans le marché pour un acteur qui est wholesale only, enfin qui est d'abord tourné vers le wholesale, sur ce marché entreprise, et qui permet de faire vivre un écosystème qui soit comparable à celui des RIP. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Et en fonction de l'évolution des choses, on pourra en tenir compte le cas échéant dans ce que je vous disais au début, qui est notre cycle d'analyse des marchés que nous avons ouvert. Ce cycle d'analyse des marchés, il a un volet entreprise sur lequel on sera évidemment attentif à l'évolution de la solution. On a indiqué aussi que sur ce volet entreprise, on avait une préoccupation de renforcer les garanties sur la non-discrimination, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un marché sur lequel Orange est un acteur très puissant, un acteur très présent, avec une capillarité, une capacité d'interaction avec les entreprises qui est sans égale vis-à-vis des autres opérateurs. Et donc, nous sommes extrêmement vigilants à ce qu'Orange ne profite pas de sa situation de double casquette, acteur d'infrastructure, acteur de détail, pour en profiter. C'est ce qu'on appelle la non-discrimination. Nous estimons aujourd'hui que les garanties ne sont pas forcément suffisantes sur ce marché très complexe, très diffus, sur lequel il y a beaucoup de choses qui se font à l'oral, voilà, potentiellement des circuits courts qui pourraient exister. Et donc nous ouvrons la possibilité, dans notre analyse de marché, à laquelle encore une fois je vous invite à répondre, à un renforcement des garanties de cette non-discrimination d'Orange. Merci. Alors je donnerai
la parole à la salle à la fin. Et je ne doute pas que sur cette question-là, il y ait une ou deux personnes intéressées pour vous interpeller de manière un peu plus précise. Concernant le mix technologique, alors on en a parlé hier également avec le ministre. Vous savez que nous tenions chez Infranum tout particulièrement à cette technologie qu'on a appelée le THD radio. Ah bon? Et vous savez qu'on ne vous a pas lâché sur le sujet et vous avez fait un boulot assez extraordinaire, je dois bien le dire, puisque vous avez permis, dans un contexte compliqué, notamment à cause ou grâce à la 5G, de préserver une bande de fréquences pour les collectivités territoriales afin de remplir l'objectif, là aussi, du président de la République, le bon débit pour tous en 2020, et également pour amener une solution alternative en attendant, puisqu'on sait tous, et vous l'avez rappelé, on l'a rappelé collectivement tout à l'heure, c'est que si l'objectif, quand bien même on ne sait pas encore comment il va être financé, du FTTH pour tous, c'est bien 2025, tout le monde ne pourra pas attendre 2025, et le THD radio est une excellente, un excellent moyen, et ça marche techniquement, et on voit aujourd'hui la commercialisation décoller sur les premiers départements équipés. La technologie est là, les opérateurs sont là. Question très simple, vous avez quelques dossiers sur la table. Quand est-ce que vous les signez? J'imagine que c'est vous qui signez in fine. Et quels sont-ils, si toutefois vous pouvez nous le révéler? Comment dire D'abord, non mais deux mots sur la techno. Juste, effectivement, je vous confirme que c'est pas un choix anodin pour l'ARCEP. On a eu la discussion, sans révéler de secret, avec le collège au moment d'ouvrir cette bande de fréquences. On s'est dit, bon, la boucle locale radio, vous vous souvenez, 1999, le WiMAX, 2005, je crois, 2006. Est-ce que vraiment on redonne sa chance à cette techno? On s'est vraiment posé la question. Et y compris vis-à-vis des élus locaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on met en jeu notre crédibilité, nous de régulateurs, pour dire aux élus locaux de pouvoir se tourner vers cette techno? Et c'est un choix qu'on a vraiment mûrement réfléchi. Et on a fait le pari de croire en vous, de croire en cette techno. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le THD radio s'appuie sur les briques technologiques du LTE, donc ce sont les mêmes briques que la 4G, sur lequel, comme son nom l'indique, LTE c'est Long Term Evolution, sur lequel il y a un écosystème industriel fort, solide, et qui va être là pour longtemps. Et donc, je dirais, sans faire de comparaison désagréable avec le WiMAX, on s'est dit qu'il y avait un élément de stabilité, un élément de visibilité, de crédibilité, y compris internationale, qui était fort. Et deuxièmement, eh bien effectivement, il y a des entrepreneurs qui nous ont convaincus de leur sérieux, de leur crédibilité, de leur track record avec les collectivités locales pour monter des projets sur des techno-radios et qui nous ont convaincus de tenter la chance, effectivement, de tenter le coup avec cette techno. Donc oui, effectivement, on s'est engagé là-dedans, ça n'a pas été anodin. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je voudrais vraiment saluer l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des collectivités qui se mobilisent sur cette techno, puisque vous nous confirmez qu'on a bien fait de croire en vous, que c'est solide, que ça fonctionne, et qu'il y a de l'engagement sur ce secteur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On peut se féliciter collectivement de ce pari qui est réussi. Donc ça, je pense que c'est quand même très important. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ah tiens, c'est une bonne nouvelle, il y a des gens qui prennent la fibre. Il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes, mais n'empêche que quand on valide des hypothèses, comme on dit dans les sciences, ça vaut le coup de se le dire entre nous quand même. Voilà, on ne s'est pas planté. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une multitude de dossiers, et donc je suis conscient que parfois on peut vous paraître un peu administratif. On a créé effectivement des conditions pour que ça s'inscrive bien dans le plan France Très Haut Débit, que ça s'articule bien
avec la fibre. Donc il y a plusieurs dossiers qui sont maintenant bien avancés, qui ont été autorisés en Bourgogne, dans le 77, ailleurs. Donc ça avance. Mais moi, ce que je voudrais aussi, c'est, vu qu'on est un peu, je dirais, dans le même bateau dans cette affaire, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des acteurs de nous simplifier la vie pour faire en sorte que ces dossiers, on puisse les examiner plus rapidement. Alors, on a dû refuser un dossier en Seine-Maritime, ce qui a été un crève-cœur, puisque j'ai habité la Seine-Maritime pendant de nombreuses années, à Yvetot, et ça collait pas. Enfin, je veux dire, ça s'articulait pas. Je veux dire, les collectivités n'étaient pas vraiment dans la boucle. Ça se chevauchait avec les projets de France Très Haut Débit. Ben, on a dû dire non. Désolé. Alors, il se trouve qu'on nous fait un recours là-dessus, ce qui va nous faire perdre du temps, ce qui est quand même pas... Voilà, bon, bref, je ne commente pas. Mais voilà, je pense qu'il y a une... Vous avez le droit au recours. Hein, tout le monde a le droit au recours, n'est-ce pas, Orange? Mais soyons un peu pragmatiques. Encore une fois, nous, on croit en la techno. On a mis des conditions qui sont juste de bon sens. Que ça s'inscrive bien, s'il y a un projet public, que ça s'inscrive bien avec la fibre. Voilà, donc si on pouvait fluidifier ça, on pourrait répondre plus vite à vos demandes. Je le dis parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on est obligé de dire non à quelqu'un, et que ce quelqu'un nous fait un recours, on est obligé de bétonner juridiquement les conditions dans lesquelles on dit non, ce qui peut nous amener, malheureusement, à être plus exigeants sur les dossiers sur lesquels on aurait dit naturellement oui. Excusez-moi, mais c'est juste de la tambouille administrative, ça marche comme ça. Donc aidez-nous à dire oui, en nous amenant des dossiers qui soient vraiment constructifs. Merci en tout cas d'avoir accepté de reculer la fermeture du guichet en septembre 2020, donc il vous avez encore un an, pour ceux que ça intéresse, pour les collectivités que ça intéresse, pour faire acte de candidature à cette fameuse licence. Le New Deal mobile, donc vous en avez parlé en introduction, un engagement fort du gouvernement avec les opérateurs, un pacte de confiance entre l'État et les opérateurs. Vraisemblablement, dans l'été, il y a eu quelques alertes sur les engagements des opérateurs en matière de couverture sur ce New Deal. Il semblerait qu'il y ait eu une QPC qui vous ait agacé ces derniers jours. Quel est votre sentiment à date sur le respect des engagements des opérateurs dans le cadre de ce New Deal mobile? J'aime bien votre expression de pacte de confiance, parce qu'effectivement, c'est bien de confiance dont il s'agit. Il y a eu par le passé des déceptions des élus locaux sur la question de la couverture mobile. On a trop promis. L'État, le régulateur, les opérateurs, on a trop promis. Et dans le même temps, la demande sociale, elle a explosé. Ce qui était autrefois un gadget, un mobile, un complément, est devenu central. Je me souviens de ce numéro d'envoyé spécial sur les zones blanches mobiles, dans lequel on avait une personne qui téléchargeait à son domicile, elle avait Internet chez elle, elle téléchargeait un diagnostic médical. Bon. Et puis à un moment, comme c'est un dossier confidentiel, on lui demande un code de confirmation qu'on lui envoie par SMS. Voilà. Mais évidemment, ça ne captait pas en mobile. Donc la personne prenait sa voiture, faisait 2 km, levait le bras au-dessus de la colline, elle avait son numéro de... Et quand elle revenait, évidemment, la session avait expiré. Et donc, c'est ça le point de départ. Et le choix qu'on a fait à l'ARCEP, à travers cette proposition faite au gouvernement du New Deal mobile, c'est de dire il faut répondre vite à ce besoin. Et la meilleure manière de répondre vite, c'est de s'appuyer sur les opérateurs. Parce que l'autre option, c'était évidemment les RIP mobiles, c'est-à-dire de passer dans un autre système d'économie vraiment administrée, dans lequel, en zone rurale, boum, les collectivités déploient des pylônes, les opérateurs doivent venir et c'est parti. Bon. C'est une option qui doit rester évidemment dans les esprits, parce que, voilà, c'est pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est une option que nous avons voulu écarter, parce que nous avions la possibilité, avec ces fréquences, de faire un pacte de confiance, justement. Pétrole contre nourriture. On pouvait renouveler des fréquences
et donc créer des engagements juridiquement contraignants, et donc on a voulu s'inscrire là-dedans. Moi, je continue à croire au New Deal. Je pense que c'est un choix très audacieux, reconnu à l'international, et dont on pourra vraiment se féliciter dans quelques années. Maintenant, c'est trop tôt pour s'en féliciter, parce qu'on n'a pas encore les résultats, et comme vous me parlez de pacte de confiance, je suis obligé de vous dire quelque chose qu'on m'a appris à l'armée, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, à l'ARCEP, on fait des cours de ch'ti, maintenant qu'on a Joël Coteny dans notre collège, et donc j'ai trouvé cette expression qui m'a paru particulièrement à propos. Gentil n'a qu'un œil, mige n'est deux. Donc autrement dit, gentil n'a qu'un œil, mige n'est deux. Bon, autrement dit, nous allons regarder effectivement l'effectivité du respect des engagements avec les deux yeux bien fixés sur notre tableau de bord, et nous mettons en œuvre et mettrons en œuvre toutes les procédures qui sont prévues par la loi et qui permettent de s'assurer de ce respect. Et je vais vous dire une chose, parce qu'il y a cette polémique autour du bâton du gendarme. On ne se fait pas plaisir à l'ARCEP sur ce truc. Moi, quand je me fais auditionner par l'Assemblée nationale, par le Sénat, notamment la commission de l'aménagement du territoire, dont le vice-président est présent, et je serai auditionné très prochainement. On est en train de parler de la représentation nationale, les élus de la nation, le pouvoir législatif, qui est le pouvoir qui contrôle l'ARCEP, pour de vrai. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut plus contrôler. Il faut lancer plus de procédures. Les opérateurs se moquent de nous. C'est ça qu'on entend. Vous savez, c'est pas un hasard si le président de l'ARCEP, avant d'être nommé, il passe une audition devant les assemblées. Il doit être confirmé par les assemblées. Moi, j'ai été confirmé par les assemblées. Et dans ces deux auditions que j'ai passées à l'Assemblée et au Sénat, on m'a dit très clairement qu'il fallait faire ce contrôle. Donc aujourd'hui, c'est pas l'ARCEP, hors de tout cadre, qui se réveille, qui a envie de jouer avec son bâton de gendarme. Vous savez bien que c'est pas la culture de l'ARCEP. Aujourd'hui, ce sont les élus de la nation qui nous demandent de faire ce contrôle. Et donc, on continuera à le faire, évidemment, quoi qu'il arrive. Et si... on verra quels sont les développements de tout ça. Et si il y a effectivement des engagements qui ne sont pas respectés, eh bien nous mettrons en œuvre la procédure de sanction. Et on verra, dans le respect des procédures, dans le respect du contradictoire, et on verra jusqu'où ça ira. Et s'il faut mettre des amendes aux opérateurs, eh bien on les mettra. Je sais que c'est désagréable quand je rappelle qu'effectivement, que les amendes peuvent aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires, 5% dans le cadre du service universel. Et quand on fait un certain nombre de calculs de coin de table, oui, ça fait quelques centaines de millions d'euros. Alors on me dit, mais comment est-ce que l'ARCEP peut brandir des menaces à quelques centaines de millions d'euros? C'est pas bon pour notre cours de bourse. Mais moi, les élus de la nation, ils m'ont pas demandé d'être gentil avec le cours de bourse d'Orange. Ils m'ont demandé de vérifier le respect des engagements et de mettre en œuvre les procédures. Alors maintenant, je ne voudrais pas vous donner une tonalité guerrière, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on se chamaille. Et comptez pas sur moi pour rentrer dans la chamaille, dans l'invective, dans les jugements, dans les mots, avec des reliefs désagréables. Je ne renverrai pas la balle. Je ne renverrai pas la balle parce que je pense qu'encore une fois, ce que les Français attendent, ce n'est pas un concours de testostérone, c'est du réseau. Et donc, reste concentré sur ce sujet. Pour autant, je tiens à dire que le dialogue est toujours ouvert et je regrette toujours quand les opérateurs télécoms ne trouvent pas mon numéro de téléphone. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. En tout cas,
ma ligne est ouverte aux opérateurs télécoms pour discuter, pour dialoguer et mieux se comprendre. Voilà. Merci Sébastien. On a évoqué, vous l'avez fait en introduction, donc on ne va pas y revenir, les smart territoires, où vous avez parlé d'objets connectés et la vision que vous pouviez avoir des verticaux et de la rentrée de ces objets connectés dans des process industriels et le fait que les opérateurs télécoms ont maintenant bien à prendre en compte des intérêts industriels qui dépassent aujourd'hui le simple secteur. Je vous avais promis des questions à la salle et on devait s'arrêter à 11h30, donc il est temps. Je vais donc donner la parole à la salle. Où sont les micros? Là et là. Question. Bonjour, je suis Laurent Silvestri, président du Club des dirigeants réseau et télécom, un club d'affaires privé qui rassemble les acteurs, une partie de l'écosystème numérique, j'ai envie de dire, ceux dont vous parliez tout à l'heure sur le sujet de la digitalisation, les opérateurs de services de proximité ou les opérateurs de services numériques. On peut en compter 1200, 1300, c'est ce que j'appelle des opérateurs alternatifs. Ces acteurs, au-delà des actions des opérateurs majeurs qui sont de commercialiser de l'Internet aux entreprises, sont là pour accompagner l'entreprise au jour le jour dans ce passage au numérique sur des sujets qui peuvent être bien sûr très complexes pour un chef d'entreprise, notamment un chef d'entreprise d'une petite taille. Donc dans leur rôle, on va jouer bien sûr sur s'assurer que l'Internet sera toujours disponible, parce qu'une entreprise qui passe au numérique va avoir besoin de l'Internet tout le temps. Si elle n'a plus d'Internet, elle est en chômage technique. S'assurer de la sécurisation, notamment face à la cybercriminalité ou aux contraintes de la RGPD. Accompagner les communications unifiées et toute cette notion de convergence fixe-mobile. Passer l'IT vers le cloud, et Dieu sait que c'est un vrai enjeu qui va permettre à l'entreprise d'être plus performante et plus productive. Et en fait, ces acteurs donc, sont nés il y a de nombreuses années, ils existent depuis toujours, finalement, c'est des intégrateurs à la base, spécialisés dans les réseaux, dans la téléphonie, dans la sécurité, dans le copieur. Intégrateurs de proximité qui ont toujours eu cette connaissance du client, du tissu local et des besoins des utilisateurs. Depuis quelques années, 3 ans, je pense à peu près, alors ils sont bien sûr actifs depuis toujours dans leur rôle d'accompagnement des entreprises. Depuis 3 ans, en fait, ils peuvent participer à la digitalisation des entreprises parce qu'il y a plus que 1 méga ou 500 kilos de débit disponible pour le client grâce à la fibre optique. Alors l'initiative des réseaux d'initiative publique a forcément été très efficace pour permettre cette accélération. On voit l'accélération clairement depuis quelques années. Elle s'est encore affirmée avec l'arrivée de COSC sur le marché qui a permis finalement de démocratiser notamment le FTTH sur l'ensemble du territoire ou une partie du territoire. Et aujourd'hui, en fait, avec cette dynamique qui s'accélère, on a un peu l'impression qu'on double notre croissance de digitalisation tous les 6 mois. Avec cette dynamique qui s'accélère, on a peur, notamment dans la situation actuelle de COSC, que la reprise par un acteur qui ne serait pas neutre empêcherait les opérateurs de services numériques de réellement pouvoir continuer à vivre avec un espace économique suffisant. En fait, on le voit aujourd'hui sur les réseaux d'initiatives publiques, les opérateurs de services numériques arrivent à avoir un espace économique qui leur permet de commercialiser les télécoms avec les services numériques dans une offre packagée attendue par le client. Dans les zones plus privées, c'est difficile, notamment quand le prix public va être à 34, 35, 36 euros et leur prix d'achat va être à 38, 39 ou 37 euros. C'est difficile de générer une marge ou en tous les cas d'être pertinent chez le client final. Comment pensez-vous qu'on peut garder un rôle d'opérateur de wholesale only sur ce marché sans le déléguer à un Bouygues ou à un Free, par exemple, parce que finalement ils ne seront pas wholesale only, sachant qu'on estime que un rôle d'acteur de wholesale only va forcément forcer l'ensemble des acteurs non wholesale only à préserver cet espace économique pour l'ensemble des acteurs du numérique et de la digitalisation.
Non, mais je suis d'accord avec la plupart des prémices de ce que vous indiquez. Encore une fois, notre stratégie, c'est bien d'assurer un marché de gros concurrentiel pour les entreprises, exactement pour toutes les raisons que vous avez développées. J'en profite aussi pour dire que nous pensons qu'il y a potentiellement un espace de jeu aussi sur la 5G en B2B pour des opérateurs autres que les 4 grands. Hein. Parce que dans cette convergence fixe-mobile qui se présente, voilà, on est évidemment tout à fait heureux qu'il y ait des acteurs des 2 mondes. Et donc c'est la raison pour laquelle dans notre projet de cahier des charges sur la 5G, nous avons prévu des engagements forts permettant l'accueil des MVNO sur la 5G. Donc ce que vous dites sur le fixe et les services, nous on pense que c'est aussi vrai pour l'Internet des objets, le Edge Cloud, etc. Donc on va continuer à accompagner le fait qu'il y ait bien des offres adaptées pour les acteurs. Alors maintenant, on reparle de COSC. Encore une fois, COSC est là. Encore une fois, COSC a des accès, ils sont présents. Moi, c'est difficile pour moi, si vous voulez, de dire je préférerais que ce soit un tel qui le reprenne plutôt qu'un autre. Je n'ai pas à intervenir à ce niveau-là. Ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, dans les acteurs susceptibles de se pencher sur cet actif, si jamais il est à vendre, il y a suffisamment d'acteurs en dehors des 4 pour arriver dans un dénouement qui soit celui que vous indiquez. Maintenant, je ne veux pas non plus être exagérément alarmiste sur cette question wholesale only versus intégration verticale. Vous savez qu'à l'ARCEP, on a une position pragmatique sur le sujet. Donc, nous, on vit depuis 20 ans avec Orange, qui est l'opérateur verticalement intégré, qu'on régule. Bon. Donc, et on a créé des marchés de gros. Le dégroupage, ça fonctionne quand même. Bon. Donc si jamais un Free ou un Bouygues devait prendre le relais, c'est pas, je veux dire, on veut pas non plus être dans le dogmatisme. Je veux dire, on va pas dire c'est mal, c'est pas bien, ça fonctionne pas. Voilà. Pour une raison assez simple, qui est que quand vous êtes nouvel entrant sur un marché, vous avez intérêt, au début en tout cas, à amortir votre infrastructure et donc à faire des offres de gros. Voilà. Bon. Donc, je ne suis pas en train de dire que je m'en fiche entre les deux. Encore une fois, on croit au wholesale only comme étant vraiment quelque chose qui a de la valeur sur ce marché, mais je veux pas être dogmatique. Il y a pas de, on n'a pas de fermeture absolue à l'ARCEP, et encore une fois, de toute manière, c'est pas notre rôle de devoir être faiseur de roi sur ce sujet. Mais en tout cas, on sera attentif à ce que, quoi qu'il en soit, il y a un marché de gros activé, concurrentiel pour les acteurs. Une dernière question, si elle est un peu plus courte. Je suis désolé, Laurent. Pierre Touzeau, directeur Mayenne Très Haut Débit, syndicat mixte. Concernant la couverture en téléphonie mobile, on s'est livré à un certain nombre de mesures sur la Mayenne, environ 600 000 mesures selon les protocoles que vous avez décrits à l'ARCEP, avec d'ailleurs la même société support, le même matériel. Vous-même, sur la Mayenne, vous avez fait 15 000 mesures. On constate qu'il y a un niveau de véracité qui est à peu près similaire. La plupart des mesures sont bonnes, relèvent des qualités de service tout à fait correctes. Malgré ça, il y a quand même des points défaillants. Or, quand on regarde les cartes de couverture que vous publiez sur l'ARCEP, notamment en 4G, on s'aperçoit que c'est quasiment que des cartes de couverture opérateurs, qui ne mentionnent pas les mêmes défaillances, justement, que vous avez révélées avec vos mesures. Quand est-ce qu'on aura des cartes qui relèvent une vérité, parce qu'en fait c'est celle que nos élus, c'est celle que nos publics regardent et donc constatent des couvertures absolument très bonnes. Si on les imprime, on va bousiller la cartouche rouge immédiatement parce que c'est tout rouge, c'est tout bien, alors qu'en fait la réalité elle est différente. Jamais. Parce que ça n'existe pas. Et il n'y en a pas dans le monde. Aucun régulateur, aucun opérateur ne publie une carte de couverture mobile parfaite, parce que ça n'existe pas. On peut dire que un foyer est connecté à la DSL, à la fibre.
il y a un câble, il arrive, il rentre, vous branchez au bout du câble, ça marche. En mobile, si vous essayez de téléphoner à un endroit qui capte très bien, alors qu'il y a plein d'autres gens qui essayent de le faire aussi, vous n'êtes pas sûr de passer un appel. Donc, la notion de couverture en mobile, elle est statistique. C'est-à-dire que vous mesurez la capacité, la probabilité, la possibilité la plus ou moins confortable d'avoir accès à un service. Donc, il n'y aura jamais de carte de couverture parfaite, à moins que le Père Noël en invente et nous les amène. Moi, je tiens à saluer les initiatives des élus locaux sur ce sujet. Je tiens à saluer l'initiative de la région Hauts-de-France avec l'application Tu captes, à moins que ce soit le département, j'ai dit une bêtise, le département, pardon. Les deux, la région et les départements, qui me semble une très bonne initiative, agile, puisque c'est une bonne manière de mobiliser la population pour identifier effectivement les zones à couvrir en priorité, sans nécessairement s'engager dans des dépenses qui peuvent être importantes, et je comprends que vous êtes engagé dans ces dépenses, c'est votre choix. Il y a des manières de faire qui peuvent être un petit peu plus agiles, mais encore une fois, c'est aux élus locaux de choisir. En tout cas, je voudrais saluer cette initiative qui me semble intéressante. Pourquoi est-ce que je souligne la question de la mobilisation ? Le New Deal, un de ces changements de paradigme majeurs, c'est qu'on arrête de dire que c'est Paris qui décide ce qui doit être couvert ou pas couvert. On arrête de parler de zone blanche et on arrête d'avoir des définitions administratives de ce que c'est qu'une zone blanche. Et donc on dit, c'est vous les élus locaux qui êtes les meilleurs connaisseurs du besoin de vos territoires. Et donc on se tourne vers vous. Et les zones blanches, c'est simple, c'est celles que vous allez nous demander de couvrir. On ne discute plus les zones grises, est-ce que c'est à moitié couvert, est-ce qu'il y a un opérateur, pas l'autre, est-ce qu'il y a une petite qualité de service, est-ce qu'elle est bonne? Non, c'est vous qui décidez. L'élu local dit, je veux cette zone couverte. Hop, elle est inscrite dans l'arrêté. Alors après, il faut arbitrer, évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les demandes en même temps, c'est le gouvernement. C'est arbitré, hop, après, c'est obligatoire, l'opérateur doit faire. Et donc, je crois qu'il faut faire attention au fétichisme des cartes. Le sujet, c'est pas d'avoir une carte qui va vous dire où sont les zones blanches. C'est vous qui allez nous dire où sont les zones blanches. Et donc, moi, je salue vraiment les initiatives d'élus locaux qui, en fait, se mettent dans une démarche de mobilisation des administrés pour dire « aidez-nous à identifier les endroits où il n'y a pas assez de réseau, où vous voulez qu'il y ait du réseau ». On n'est pas obligé de passer par une carte. On peut aussi faire des réunions d'élus et simplement arbitrer, l'école, le canoë-kayak dans la rivière, etc. Et puis on débat. Et puis à la fin, les élus locaux, ils disent, voilà, notre priorité, c'est ça, 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 ça. C'est ça l'intelligence des territoires. Une carte, elle ne va jamais vous dire ça. Donc, moi, je comprends la situation dans laquelle vous vous êtes engagé. J'en ai eu quelques produits dérivés, puisque j'ai eu la joie d'accueillir les équipes de France 3 qui sont en train de réaliser un reportage, évidemment, qui ne va pas être très glorieux sur la couverture mobile du territoire et qui sont visiblement passés en Mayenne, donc qui ont eu votre son de cloche. Donc je les ai reçus pendant 1h30 pour leur dire que les cartes parfaites n'existaient pas, bon, peu importe. Et donc voilà, je crois que ce qui compte à la fin de la journée, c'est d'apporter du réseau aux Français. Je crois que c'est ça qui est important. Une fois que j'ai dit ça, les cartes, parce que votre question est légitime. L'ARCEP publie des cartes, elles sont fausses. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez raison. Votre exigence est légitime. Nous avons dit en publiant ces cartes, elles sont imparfaites, nous allons les améliorer. Et de fait, nous sommes engagés dans un processus d'amélioration continue. Nous allons probablement revoir le degré d'exigence que nous imposons sur ces cartes. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les cartes des opérateurs soient fiables à 95%. Nous pourrions augmenter ce pourcentage. Peut-être à 98%, c'est une piste. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui ont été prises, mais c'est une option que nous sommes en train d'envisager pour rendre ces cartes plus fiables. Ça pose des questions, c'est pas si évident, mais
c'est une option que nous sommes en train de regarder. Et d'autre part, une démarche dans laquelle nous sommes engagés, c'est de pouvoir héberger toutes les données des tiers, donc celles que vous réalisez dans le cadre du kit, qui suit les mêmes procédures que les nôtres, et également des applications de crowdsourcing comme TuCapt, dès lors qu'elles rempliraient un certain nombre de conditions fixées par l'ARCEP, et c'est le cas de l'application TuCapt, eh bien, les élus locaux pourront déverser leurs données sur la carte ARCEP, donc on puisse superposer les deux et avoir une information qui soit croisée, d'avoir un enrichissement. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de carte parfaite, et donc c'est une juxtaposition de plusieurs informations qui va nous éclairer. Voilà. Donc, je suis désolé si on a pu vous donner l'impression, une espèce de scientifisme, de vous dire la couverture mobile est une science exacte et l'ARCEP en a toutes les clés. Je suis désolé s'il y a eu cette incompréhension. J'ai fait tout ce que j'ai pu en communication pour expliquer que c'était imparfait, qu'on allait s'améliorer. Et évidemment, notre porte reste ouverte et le dialogue est évidemment toujours la méthode que nous préférons à l'ARCEP. Merci Sébastien. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je vous propose un petit mot de conclusion et en conclusion, une petite ouverture sur le monde. Vous avez été président du BEREC, donc le régulateur européen. Vous êtes aujourd'hui président du Fratel. Quelle est votre vision, si on sort de notre hexagone, sur notre position, nous, filière des télécoms, dans ce monde? Vous savez que nous allons signer un contrat stratégique de filière dans les jours qui viennent, qui va nous ramener enfin, qui va ramener enfin les infrastructures numériques au niveau de l'aéronautique, de l'agroalimentaire ou de l'automobile. Et on a évidemment cette ambition d'exporter ce savoir-faire, dont le régulateur est le premier maillon et quelque part le chef de file, puisque la régulation, quelque part, permet de développer notre modèle. Oui, tout à fait. Je précise que le Fratel, donc, c'est le réseau des régulateurs francophones, donc, qui a notamment une empreinte assez forte en Afrique. Quand on regarde les classements internationaux, quand on regarde le pourcentage de foyers qui est éligible au très haut débit, la France est très mal classée. Je ne vais pas vous dire le chiffre parce que ça fait vraiment peur. Mais si on regarde les chiffres en absolu, c'est notamment le FTTH Council qui publie ça, c'est-à-dire le nombre de prises qui sont construites dans les différents endroits du globe, eh ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. La France est bien classée, et il y a même un classement spécial du FTTH Council qui tient en compte de la concurrence, enfin, qui pondère l'investissement et la concurrence, et là on est encore plus très bien classé, on se rapproche de la Russie. Bon, sachant qu'on est quand même plus petit que la Russie. Bon. Donc la France a, je dirais, si on se projette à l'échelle mondiale, une capacité industrielle qui est extrêmement significative. Et effectivement, je suis ravi qu'il y ait cette initiative du contrat de filière qui va vous aider à encore mieux vous structurer. Et effectivement, l'étape d'après, c'est la projection internationale. La bonne nouvelle du fait qu'on soit plutôt en avance en termes d'usines de production en France, c'est aussi que y a d'autres pays qui vont prendre le relais. Et donc, il y a sans doute des possibilités d'exporter ce modèle. Et nos travaux du Fratel sont plutôt concentrés cette année sur le mobile, justement sur les cartes de couverture, où on essaye de travailler ensemble à développer des bonnes pratiques sur la mesure de la qualité à l'intérieur de la francophonie. Et l'année prochaine, on va travailler plutôt sur des questions économiques. Et je suis certain que, du fixe donc, et je suis certain que cette question du déploiement des réseaux sera de plus en plus importante sur les réseaux fixes et qu'il y a beaucoup à faire effectivement avec l'outil industriel français. Merci beaucoup Sébastien Soriano. Je vais donc laisser le podium. Merci, on peut l'applaudir, on peut les applaudir et remercier le président de l'ARCEP pour ses réponses très directes sur l'ensemble des sujets d'actualité. Merci à toutes et à tous.